Donc, bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être avec vous ce matin pour vous faire partager un petit peu de la science que nous faisons en écologie, donc l'écologie scientifique, et le domaine particulier sur lequel je travaille, qui est l'écologie fonctionnelle. Donc, je vais essayer de vous donner un petit aperçu comment, avec des approches de cette discipline, nous essayons de répondre à quelques questions posées à la société par les changements globaux. Donc, je commencerai par vous rappeler que quand on parle de biodiversité, en fait, on parle de multiples choses. Alors souvent, quand on parle de biodiversité, on pense à des espèces remarquables, des espèces qui attirent l'affect des gens qui les regardent, ou des lieux un peu emblématiques, comme par exemple les récifs coralliens. Mais la biodiversité, ça n'est pas uniquement ça. En fait, c'est par exemple aussi la diversité génétique, par exemple la diversité des variétés ici du maïs, la diversité qu'on ne voit pas et qui n'est pas aussi porteuse de valeurs affectives, par exemple la diversité des organismes des sols, et puis aussi la diversité des paysages, avec ici l'exemple de l'étagement de la végétation sur un versant de montagne. De plus, on peut décrire la diversité par différentes dimensions. Donc vous connaissez sans doute la diversité génétique, illustrée ici avec les différents morphes de couleurs que peut prendre une espèce. La diversité dite phylogénétique, en fait, c'est l'héritage évolutif des espèces et comment en fait elles ont évolué au cours de l'histoire depuis très très longtemps et se sont séparées. Et puis la diversité qu'on a l'habitude de décrire, la diversité des espèces qu'on appelle la diversité taxinomique. Et puis il y a un dernier type de diversité dont je vais vous parler pas mal aujourd'hui, qui s'appelle la diversité fonctionnelle. Et sans le savoir, Darwin avait déjà parlé de cette diversité en s'intéressant par exemple à la diversité des formes des becs des oiseaux en relation avec ce qu'ils mangeaient. Je noterai tout simplement que ces différentes dimensions de la diversité sont en fait assez mal connues et leurs relations entre elles non plus, de telle façon qu'on ne sait pas vraiment si en mesurant par exemple le nombre d'espèces, en fait, on va pouvoir rendre compte de toutes les dimensions de la diversité. Donc c'est pour attirer votre attention sur le fait que souvent on parle, y compris dans la presse ou dans la communication publique, d'un intérêt de par exemple maximiser ou conserver un certain nombre d'espèces. Mais en fait, en faisant ça, on ne conserve pas toute la biodiversité, en particulier pas toute la diversité génétique ou toute la diversité fonctionnelle. Alors, les recherches auxquelles je participe s'intéressent d'une certaine façon à une question qu'on pourrait simplifier en disant « à quoi sert la biodiversité ?» Alors, il y a des gens qui disent « en fait, c'est une fausse question, la diversité, on ne devrait même pas la poser, ça ne sert à rien. La nature a une valeur intrinsèque et ce n'est pas aux sociétés en fait, de poser cette question. » Cependant, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire que la biodiversité sous-tend la vie sur Terre et qu'elle joue un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et de la biosphère. Et je vais vous en donner quelques illustrations dans cette présentation. Ceci a été traduit donc depuis principalement au début des années 2000 en disant que la biodiversité rend des services à la société et donc contribue ainsi au bien-être individuel et collectif. Et donc avec cette nouvelle vision de la biodiversité, se sont développés de nouveaux objectifs bien sûr scientifiques, mais aussi, et je n'en parlerai pas beaucoup dans cette présentation, on pourra en discuter après, des objectifs de prise en compte de la biodiversité, par exemple dans les décisions de gestion des territoires ou de politique. Donc la conservation de la biodiversité au cours de son histoire a suivi, donc en relation avec ces différentes façons de voir la biodiversité, une succession de paradigmes. Donc par exemple, autrefois, on s'intéressait à la valeur esthétique de la nature, la valeur culturelle d'une nature sauvage. Il y a aussi, depuis ce qu'on appelle la crise de la biodiversité, un intérêt pour ce qu'on appellera une écologie radicale qui prend plutôt cette vue que la biodiversité a le droit d'exister pour elle-même et qu'on cherche à protéger les espaces et les espèces en danger. Et puis, donc, plus récemment, avec cette même mouvance qui s'intéresse aussi à ce que la nature peut apporter aux sociétés, la notion de développement durable avec l'idée que la biodiversité est l'affaire de tous, que les communautés locales doivent participer à sa conservation et qu'on ne sépare plus conservation dans des parcs qui seraient isolés du reste de la société et développement. Donc je vais m'intéresser dans le reste de cette présentation
au rôle que les écosystèmes jouent par la société au travers de leur fonctionnement. Donc sur l'exemple de ce paysage que vous ne voyez pas forcément très bien, mais tout près de chez moi, près de la ville de Grenoble, on peut lire ce paysage à travers le prisme du rôle des écosystèmes pour la société. Donc la première chose à laquelle on est très habitué à penser, c'est qu'un paysage rural comme ça, il va fournir des ressources comme le bois et le fourrage, mais il fournit aussi le support de différentes activités dans cette région, le tourisme et la chasse, des ressources pour la biodiversité et des habitats, et enfin des fonctions de régulation des cycles biogéochimiques, donc par exemple avec la régulation de la qualité de l'air et la purification de l'eau. Donc tout l'ensemble de ces rôles, on les appelle, ou de ces bénéfices, les appelle services écosystémiques. C'est un terme qui est consacré depuis le début des années 2000. Donc ces services écosystémiques, c'est une notion qui est intéressante puisqu'elle met en relation les activités de la société de par ses impacts sur les écosystèmes, mais aussi en retour les ressources et les bénéfices que la société va tirer de ces écosystèmes. Et ce que ça met en évidence, c'est l'interdépendance très étroite entre société et écosystème. Donc il y a toute une liste de services écosystémiques qu'on peut caractériser pour l'ensemble des écosystèmes, ici les écosystèmes terrestres illustrés sur cette diapositive, et pour un système dominé sur lequel on va travailler. Donc ces services écosystémiques sont classés en 3 grandes catégories. En vert, les services de régulation. Donc vous êtes sans doute familier de la pollinisation ou de la séquestration du carbone qui permet la régulation du climat. Les services de production, donc c'est le bois, les cultures, le fourrage, l'hydroélectricité aussi. Et puis les services culturels, donc qui sont parfois plus difficiles à cerner, comme par exemple le fait que nombre de gens aiment aller dans la nature pour y avoir des activités récréatives, pour admirer la biodiversité ou pour tout simplement avoir un bien-être d'être dans la nature. Un autre exemple, dans le cas des agroécosystèmes, où en fait on peut repenser donc les systèmes de culture, donc les cultures, les prairies, etc., par les services, donc en vert, ce qu'on appellera les services intrants, qui permettent l'agriculture. Donc par exemple, le fait qu'on ait des sols en bonne santé, qui sont stables, qui sont fertiles, le fait qu'on ait des pollinisateurs, que c'est du fait de ces services écosystémiques, les agroécosystèmes peuvent rendre leur fonction première, qui est l'approvisionnement, alors que ce soit en culture ou en production animale au final, mais aussi avec des effets sur l'environnement, donc ce que les économistes appellent des externalités, donc par exemple des effets sur la qualité des eaux, la régulation du climat, ou encore la régulation de la biodiversité. Donc malgré toutes ces valeurs de la nature pour la société, en fait, nous sommes dans une ère qui a été appelée Anthropocène, où certaines de ces relations en fait, sont dégradées. Donc l'Anthropocène s'est défini comme l'ère de la domination humaine de la biosphère, donc le fait que quasiment tous les endroits sur la Terre sont impactés par les activités humaines, et que nous sommes maintenant dans donc disent notamment les géologues, dans une ère pour la Terre qui n'a jamais existé auparavant. Jamais les humains n'ont impacté comme ça le fonctionnement de la Terre. Excusez l'animation. Donc ça, c'est associé à des tas de choses qui changent. Donc les couvertures des terres, l'augmentation, par exemple, de la présence d'azote sur les terres et dans les eaux, l'accélération de la perte des forêts tropicales, et à tout ceci associé des extinctions de beaucoup d'espèces, avec des nombres qui semblent surpasser des taux observés au cours de l'histoire géologique. Donc, s'intéressant à notre sujet ici des services écosystémiques et de la biodiversité, parmi les menaces, la plus importante et de très loin, ce sont les usages intensifs des sols, donc qui altèrent bien entendu les paysages, mais altèrent toute la biodiversité des organismes qui y vivent. Et vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle la crise des pollinisateurs actuellement, où du fait des activités d'agriculture intensive, on a une baisse très très forte des populations de pollinisateurs, donc pas juste les abeilles, mais aussi les pollinisateurs sauvages.
Une des autres menaces, actuellement un petit peu en arrière-plan, puisque nous sommes seulement dans le début du changement climatique, mais dont on attend qu'il prenne une ampleur plus importante donc dans les décennies à venir, le changement climatique, qui a des effets directs très importants sur les écosystèmes, avec par exemple aussi très récemment dans l'actualité malheureusement le blanchissement des coraux, ou par exemple le développement d'incendies dans des zones qui avaient des incendies, en général qui en avaient, mais qui en avaient moins fréquents, et donc avec des temps de retour qui en fait mettent en cause, enfin mettent en question en fait la capacité de ces écosystèmes à se maintenir tels qu'ils sont. Donc pour résumer, si on réfléchit au rôle de la biodiversité pour le bien-être humain, on va avoir des fonctions des écosystèmes, et je vais beaucoup vous en parler par la suite. Ceci, en fait, révèle ce qu'on appelle une approche anthropocentrée et utilitariste, c'est-à-dire c'est du point de vue de l'homme qui veut se servir de la nature qu'on dit qu'il y a des services écosystémiques. Donc tout ce qu'on raconte là-dessus, il faut bien le mettre dans ce contexte-là et se dire, en fait, il y a des gens qui, dans la société, vont bénéficier de services de la nature. Et ce qu'on veut savoir, c'est quel rôle y joue la biodiversité. Donc ce qui est intéressant quand on s'intéresse à cette question, en fait, c'est que ce ne sont souvent pas les espèces rares, mais les espèces dites ordinaires. Alors, ce n'est pas un très joli nom. Donc, c'est les espèces que vous verrez, même quand vous sortez dans Paris. C'est les espèces que vous verrez autour des champs cultivés, que vous verrez dans la nature que vous fréquentez tous les jours, qui jouent des rôles importants dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc, ce à quoi s'intéressent les chercheurs comme moi-même, c'est, une fois qu'on a dit qu'il y a la biodiversité qui joue un rôle pour le fonctionnement des écosystèmes et les services écosystémiques, finalement, quelles sont les composantes de cette biodiversité qui ont un rôle dans ces services écosystémiques, et comment, en les comprenant, finalement, on va non seulement bénéficier à préserver la biodiversité, mais aussi à préserver le bien-être des sociétés, voire même l'augmenter. Donc pour cela, je vais vous expliquer comment nous analysons en recherche les services écosystémiques et le rôle que la biodiversité joue pour eux. Donc j'ai pris un petit exemple ici, qui est le maintien de la fertilité des sols, service très important en agriculture, surtout quand on a l'ambition de diminuer en fait les apports de fertilisants, puisque ces fertilisants ont des effets très néfastes sur la nature, aussi sur l'atmosphère, avec des problèmes de pollution. Donc le service de maintien de la fertilité, en fait, il peut être décomposé, il est associé à 3 processus dans les écosystèmes: la décomposition de la matière organique, la minéralisation de cette matière organique et des composés issus de la décomposition, et l'utilisation par les plantes. Donc déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'un service écosystémique, tout simple, le maintien de la fertilité, derrière, il y a plusieurs processus. Donc quand on va vouloir l'analyser, il va falloir s'intéresser à ces différents processus. Et puis, donc, nous, en tant que chercheurs sur la biodiversité, ce qu'on veut savoir, c'est quels organismes et quels composants de la biodiversité vont intervenir dans ce processus de l'écosystème. Donc dans ce cas-là, le maintien de la fertilité, ça sera les plantes, la faune du sol et les micro-organismes des sols, et bien entendu, toutes leurs interactions. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, la diversité a différentes dimensions, donc des dimensions du point de vue des espèces décrites, des dimensions donc de parenté, d'évolution, donc phylogénétique, et puis des dimensions fonctionnelles. Et donc, on va chercher, au niveau de nos études de la recherche, à voir comment différentes composantes de la biodiversité et différentes façons de la décrire vont être reliées au fonctionnement des écosystèmes. Alors, dans une étude récente qui a essayé de regarder les études scientifiques qui avaient lieu donc pour 11 services écosystémiques les plus souvent abordés, donc par exemple ça peut être la production, la séquestration du carbone, la pollinisation, etc. Ils se sont aperçus que les variables utilisées le plus souvent, c'était des variables assez simples, donc par exemple la surface d'habitat, l'abondance de certaines espèces qui joueraient un rôle pour un service écosystémique donné. Donc par exemple, si je m'intéresse à la pollinisation, ça sera l'abondance des pollinisateurs. Si je m'intéresse à la valeur culturelle d'espèces remarquables, par exemple j'avais des koalas tout à l'heure, mais peut-être en France ça serait d'autres espèces. Il y a des oiseaux par exemple qui intéressent des personnes, donc on s'intéressera à leur abondance. Certains utilisent le nombre d'espèces, ou encore ce qu'on appelle la structure des communautés, c'est-à-dire pas seulement le nombre d'espèces, mais combien différentes espèces sont présentes.
Donc je m'attarderai assez peu sur les effets du nombre d'espèces qui ont été beaucoup étudiés en fait dans les années 90, début des années 2000, et qui donc avec des expérimentations en conditions souvent relativement simplifiées, qui ont mis en évidence une relation entre le nombre d'espèces dans un écosystème. Alors ce sont des expérimentations souvent sur des écosystèmes herbacés, des prairies, ça commence sur les forêts, et différentes fonctions de l'écosystème, donc par exemple la production de biomasse. Et donc, des relations dont on pensait qu'elles permettaient de dire plus on aura d'espèces, mieux ça va se passer pour le fonctionnement des écosystèmes. Donc, ceci reste vrai, mais ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que derrière ces relations, en fait, ce n'est pas le nombre des espèces qui compte, c'est qui est là. Et donc, l'écologie fonctionnelle, la sous-discipline dans laquelle je travaille, s'intéresse à cette question. En fait, pourquoi on a besoin de savoir qui est là dans un écosystème pour son fonctionnement. Donc l'écologie fonctionnelle, c'est une partie de l'écologie scientifique qui cherche à trouver des règles générales pour trouver des relations entre le fonctionnement des systèmes biologiques et les facteurs du milieu, selon différentes fonctions, et en prenant en compte les différentes structures de ces systèmes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer le fonctionnement de niveau de l'organisme, donc par exemple des organismes individuels, une plante tout seul ou un oiseau tout seul, jusqu'à ce qu'on appelle donc les communautés, l'ensemble des organismes qui vivent ensemble dans un même lieu, à l'écosystème et au paysage dans son ensemble. Donc pour cela, moi je travaille beaucoup sur une notion donc, qui s'appelle les traits fonctionnels. Donc en fait c'est un mot un petit peu compliqué pour dire une chose assez simple, c'est que quand on regarde un organisme, eh bien on va pouvoir observer, y mesurer un certain nombre de choses. Donc, par exemple, des caractéristiques morphologiques. Par exemple, si je prends un oiseau ou un poisson, je peux mesurer sa taille. Pour un oiseau, je peux vouloir savoir quelle est la longueur de ses ailes. Des caractéristiques physiologiques, donc son fonctionnement physiologique. Des caractéristiques comportementales, mais aussi sa réponse aux variations du milieu et ses effets sur le fonctionnement de l'écosystème. Et donc les motivations de prendre cette approche donc, qui ne s'intéresse plus à savoir quel est le nombre d'espèces, mais ce qu'elle fait finalement, quand on regarde sa morphologie, sa physiologie, son effet sur le fonctionnement de l'écosystème, c'est de mettre en relation ce qu'on va appeler la structure des écosystèmes, donc qui est là et dans quel nombre, avec la fonction. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier des mécanismes qui vont s'appliquer non seulement là où je fais mon étude, à Grenoble, mais aussi à Paris, et peut-être même à Pékin, ou peut-être même en Australie. Donc l'idée, c'est ce qu'on appelle, nous, la généricité, c'est-à-dire des relations qui s'appliquent partout, parce qu'elles sont basées sur les fonctions des organismes et non pas sur leur identité. Et donc, l'intérêt de ces approches, c'est qu'on peut faire des mesures assez faciles sur un grand nombre d'individus et d'espèces. Donc, je vais vous en donner des exemples tout de suite. Je voulais juste préciser donc, quel type de traits nous regardons. Donc, par exemple, ce sont les traits, ce qu'on appelle d'effets sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc, les traits de l'organisme, dont je donnerai des exemples juste après, qui affectent comment les organismes consomment ou transforment les ressources. Donc consommer, je vous ai parlé du bec des oiseaux. Selon la taille et la forme du bec des oiseaux, ils vont consommer différentes ressources. Comment des organismes modifient la structure physique de l'habitat, la chimie de l'environnement, comment ils interagissent entre eux. Et même parfois, en fait, on ne verra que le processus sans pouvoir mesurer les traits. C'est le cas des micro-organismes dont je vous parlerai dans une partie ultérieure de ma présentation. Donc, je vous parlais du bec des oiseaux. C'est le trait dont on a parlé le plus longtemps dans la littérature scientifique. Donc, à nouveau, vous voyez bien, en fait, c'est assez intuitif finalement quand on regarde la forme du bec de ces oiseaux. En fait, c'est relié à ce qu'ils vont pouvoir manger. Donc, par exemple, pour manger des graines, il faut pouvoir les casser parce que c'est dur, les graines. Pour manger, donc pour être un carnivore, il faut avoir un bec qui est relativement incisif. Pour aller fouiller dans la vase, il faut un bec qui peut se faufiler dans la vase. Voilà. Donc, de la même façon, ce n'est pas juste les oiseaux, c'est aussi, par exemple, les espèces qui habitent donc sur les fonds marins, donc ce qu'on appelle le benthos. Et ici, on les appelle espèces ingénieurs parce que leurs activités, en fait, modifient complètement la structure des sédiments marins. Et donc, on va dire qu'ils ont des fonctions d'altération de la structure du sédiment. Les poissons aussi, bien sûr. Tout le monde, tous les organismes, on peut mesurer des traits dessus. Donc, les gens qui travaillent sur les poissons, ils vont s'intéresser, par exemple,
à la taille des nageoires, des rapports en fait entre la longueur de la nageoire et la longueur du corps, qui vont affecter comment le poisson va pouvoir se déplacer et dans quel type d'eau il va pouvoir se déplacer. Chez les plantes sur lesquelles je travaille, on ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. En fait, ce sont les organismes sur lesquels, jusqu'à maintenant, il y a eu le plus de recherches sur les traits fonctionnels. Et en fait, on a maintenant beaucoup de connaissances et beaucoup de données qui permettent d'identifier des caractéristiques faciles à mesurer, hein, comme la masse des graines, la hauteur d'une plante, ou quelques caractéristiques chimiques de leur plante, de leurs feuilles, et qui sont très bien reliées au fonctionnement de la plante, par exemple la photosynthèse, la décomposition des tissus morts, ou encore la dispersion des graines. Donc tout ça, c'est des caractéristiques qui sont mesurées non seulement au laboratoire, mais aussi sur le terrain. Là, je vous ai mis quelques petites illustrations de chercheurs au travail pour mesurer ces traits fonctionnels des plantes. Et donc l'intérêt de ces types de mesures, c'est qu'on peut les répliquer sur de grands nombres d'espèces. On a mis au point des protocoles qui permettent d'aller assez vite. Bon, bien sûr, il faut quand même être nombreux, hein, vous voyez sur ces photos, mais qui ont permis d'avoir assez rapidement des données pour de nombreuses espèces et donc de pouvoir s'adresser à ces questions de biodiversité. Parce que si on peut faire les choses que sur une espèce, ben, on ne parlera jamais de biodiversité. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces fameuses relations fonctionnelles. Donc, et j'ai essayé de vous donner des exemples pris parmi différents types d'organismes, pas juste les plantes supérieures sur lesquelles je travaille moi. Donc, par exemple, dans le cas du phytoplancton, en fait, on a mis en évidence que le taux de croissance du phytoplancton était très bien relié au volume de leurs cellules. De la même façon, chez les végétaux supérieurs, la capacité d'assimilation photosynthétique peut être mise en relation en fait, avec la masse surfacique des feuilles. Donc c'est en fait la masse par unité de surface ou avec la concentration en azote de ces feuilles. Donc des fonctions fondamentales, hein, la croissance des populations de plancton ou la photosynthèse des végétaux peuvent être mises en relation. Donc vous voyez que c'est des relations, des droites de régression qui sont quand même assez serrées, avec des caractéristiques qu'on sait facilement mesurer. Donc de la même façon, plutôt chez les animaux, pour le coup, y compris, bon ici je vous ai mis des animaux qu'on voit souvent, hein, des coléoptères, des abeilles ou des criquets, mais aussi chez des organismes des sols, hein, qui sont beaucoup plus cryptiques. On a des très bonnes relations en fait, entre le taux métabolique des organismes et leur taille. Donc, par exemple, dans le cas des insectes, donc, le taux de métabolisme, c'est quelque chose qui est très important pour le fonctionnement des écosystèmes. Et puis ça continue, la taille aussi, et la taille des organes. Par exemple, ici, en fait, la masse de feuilles pour une plante donnée est bien reliée à des fonctions ici, en fait, à la productivité primaire des végétaux. Donc en particulier, ce que dit cette relation, c'est que on peut même très bien évaluer la production de biomasse annuelle d'une forêt tropicale si jamais on arrive à connaître la masse des feuilles qui sont dans cette forêt. Alors après, c'est un autre problème de comment arriver à savoir la masse des feuilles d'une forêt tropicale. Je vous ai pris l'exemple le plus extrême, mais les satellites arrivent à très bien faire ça maintenant. Donc je vous ai signalé qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques, hein, les barres les plus grosses qui étaient très utilisées pour comprendre et quantifier les services écosystémiques. Mais de plus en plus, on utilise donc des indicateurs fonctionnels, hein, c'est-à-dire des choses qui sont liées à ces fameux traits fonctionnels des organismes, donc par exemple leur taille, les traits impliqués dans les interactions comme la pollinisation et la prédaction, ou des traits végétaux concernant les feuilles et le bois. Donc c'est ce domaine, ce front de recherche, lequel je vais vous parler un tout petit peu plus par la suite. Donc l'idée, c'est en fait d'essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes qui n'ont pas juste une espèce, deux espèces, mais beaucoup d'espèces. Et donc, ce que nous, chercheurs, essayons de faire, c'est de chercher à comment passer de relations fonctionnelles à l'échelle des individus ou des espèces. Donc, par exemple, je prends une plante et je mesure sa photosynthèse. Je sais que c'est bien lié à la caractéristique de ses feuilles, à des systèmes où il y a tout plein d'espèces et où chaque plante, par exemple, aura des feuilles avec des caractéristiques différentes. Et de la même façon, sur un récif corallien, par exemple, on aura des poissons de taille et de régime alimentaire différents.
Donc les mécanismes auxquels on se réfère ici, ils sont en fait en petit nombre. Donc il y a une chose qui est assez basique, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'identité fonctionnelle, qui est très bien illustré ici pour le cas très bien connu de tous les agriculteurs, ils n'ont pas attendu les chercheurs pour savoir ça, du bénéfice de la présence de légumineuses dans une prairie. Donc les légumineuses, vous le savez, elles fixent l'azote, elles sont capables de fixer l'azote donc grâce à des organismes qui sont dans leurs racines, des micro-organismes. Et rien que le fait d'avoir des légumineuses dans une prairie, en fait, ça permet d'augmenter la concentration en azote du sol, et ce, quel que soit le nombre d'espèces dans la prairie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, un mécanisme d'identité fonctionnelle. C'est le fait de s'appeler légumineuse, et en fait, le fait d'être capable de fixer l'azote qui permet donc de contribuer à la production d'une prairie. Il y a un deuxième mécanisme alors que le jargon, c'est pour ça, c'est l'hypothèse du rapport de masse, qui en fait est très très facile à comprendre. C'est l'idée que, en fait, ce sont les espèces les plus abondantes dans un écosystème qui influent le plus son fonctionnement. Donc ça, c'est une hypothèse qui est due à un grand chercheur, un professeur anglais, qui s'appelle Phil Grime, et qui, en fait, après de nombreuses années de travail sur les écosystèmes, en particulier de prairies, a dit, écoutez, c'est très bien de s'intéresser aux espèces qui sont rares pour des questions de conservation, mais en fait, ce qui compte vraiment pour le fonctionnement d'un écosystème, c'est les espèces qui ont de la masse. Et donc ça, c'est une hypothèse qui a été par la suite testée et pour lesquelles, en fait, on a de plus en plus de preuves. Et puis ça a été formalisé. Je vous ai mis juste un petit exemple par des approches, on va dire, quantitatives, donc développées par mon collègue montpelliérain, Éric Garnier. Donc ce que dit ce mécanisme du rapport de masse, c'est assez simple. C'est que si on connaît une relation à l'échelle d'une espèce, je vous ai dit, on peut travailler à l'échelle d'une espèce, donc entre une propriété donnée, donc ici je vous ai mis la digestibilité des fourrages et une caractéristique de ces feuilles, ici la teneur en matière sèche. Donc le graphique de gauche, ce sont les digestibilités de 13 espèces, chacune est cultivée toute seule dans un champ. Et on a mesuré en fait la densité de leur tissu foliaire. En fait, vous voyez qu'il y a une bonne relation entre cette digestibilité et donc la teneur en matière sèche des feuilles, donc au niveau des espèces. Et ce que donc nos travaux ultérieurs ont pu montrer, c'est que si on passe sur des prairies qui ont 50 à 60 espèces, donc c'est chacune des lignes colorées sur le graphique de droite, c'était donc pour 9 sites répartis dans l'ensemble de la France, donc toute une variété de climats et de sols, depuis par exemple la Bretagne jusqu'à la Méditerranée en passant par les Alpes, eh bien on retrouve cette même relation. Donc ça, c'est pour nous, c'est quelque chose de très intéressant, puisque quelque chose qu'on peut mesurer à l'échelle d'une espèce, en fait, on peut le reporter sur des communautés végétales très compliquées avec plein d'espèces. Ça marche. Donc ça nous dit que la teneur en matière sèche des feuilles, c'est un très bon indicateur de cette propriété de l'écosystème, la digestibilité, qui est bien sûr très importante pour la qualité du fourrage et donc ce qu'on pourra en retirer en termes de bénéfices pour les animaux au pâturage. Et puis le dernier mécanisme, c'est le mécanisme qu'on appelle de complémentarité fonctionnelle, c'est-à-dire en fait de savoir comment différents organismes, alors illustré ici pour différents organismes des sols, comment est-ce qu'ils sont différents. Donc par exemple, dans le sol, on a des organismes qui ont différentes tailles, bien sûr, qui fonctionnent à différentes profondeurs, qui qui consomment différentes choses dans le sol. Et en fait, ce qu'a montré cette étude, c'est que la décomposition des litières, elle n'était pas du tout reliée au nombre d'espèces qu'on avait dans un sol, mais en fait, au fait qu'on avait plein d'espèces différentes les unes des autres, du point de vue fonctionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de complémentarité fonctionnelle. Donc on a 3 mécanismes, l'identité fonctionnelle, le rapport de masse et la complémentarité fonctionnelle, qui nous aident à comprendre les effets des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc pour faire ça, en fait, en ayant cette connaissance, ça nous permet de connaître les effets donc, de changement de l'environnement, donc ça peut être le changement du climat, le changement de fertilité d'un sol agricole, sur le fonctionnement d'écosystèmes, donc grâce aux relations entre ces traits et le fonctionnement des écosystèmes. Donc ça nous permet, dans nos études quantitatives sur le terrain, de pouvoir voir comment... désolée, je vous ai mis la version anglaise, j'ai une version française, je me suis trompée. Donc comment... sur le terrain, donc sur un terrain de montagne compliqué, par exemple, on a des variations d'altitude, de fertilité des sols en azote et en phosphore. Eh bien, ces différents traits, donc j'ai pris 2 traits très simples ici, la hauteur des plantes et la concentration en azote des feuilles, des choses que nous mesurons en routine.
en fait, peuvent être mises en relation avec la production de biomasse. Et ça donc la production de biomasse qui vient de la production de fourrage pour les animaux qui vont consommer, qui sont élevés dans ces paysages. Et ça nous permet de faire des choses, par exemple, comme aller cartographier pour tout un paysage la production de biomasse, alors que nous avons fait des mesures sur à peu près une 60aine de points dans ce paysage. Donc, on n'a jamais pu aller mesurer la production de biomasse en chaque point de ce paysage. En fait, on la modélise grâce à ces relations. Donc, avec 2 caractéristiques qui sont à niveau simple, hein, la hauteur des plantes à la teneur en azote de leurs feuilles. Donc, avec des approches comme ça, en fait, on peut utiliser donc, ces fameux 13 fonctionnels pour quantifier les services écosystémiques et comment donc, des variables de l'environnement vont affecter le fonctionnement des écosystèmes et au final, ce que les gens en attendent. Donc, par exemple, si je parlais de la production des prairies, les agriculteurs ont des attentes par rapport à la quantité et la qualité de biomasse produite par ces prairies. Et ça, on peut le modéliser. Donc, je vous ai mis des équations très simples ici. On peut produire des équations qui mettent en relation les effets des variables de l'environnement sur le fonctionnement de l'écosystème. Alors, je vous ai parlé ici que jusqu'à maintenant, sur mes exemples de fonctionnement de l'écosystème, que des traits des plantes pour quantifier donc ces fonctions-là. J'avais pris l'exemple de la biomasse et de sa quantité et sa qualité. Mais bien entendu, les plantes, elles ne sont pas toutes seules, elles interagissent avec tous les organismes des sols. Et donc, de la même manière, au cours des dernières années, les chercheurs ont commencé à dire, ben voilà, ça ne suffit pas de regarder les traits des plantes, il faut aussi regarder comment les traits des organismes des sols avec lesquels elles interagissent et comment aussi les traits de la plante vont influencer en fait, les organismes qu'on va trouver dans le sol et vice-versa. Donc, juste un petit exemple de travaux ici, à nouveau sur des prairies de montagne. Donc, bon, pour vous montrer comment on fait à nouveau, hein, c'est des mesures sur le terrain, c'est aussi des expérimentations. C'est des mesures qui commencent par le terrain et puis qui se finissent au laboratoire avec même aussi, je n'ai pas mis de photos ici, des analyses de diversité moléculaire des micro-organismes. Et ça nous permet en fait de regarder non seulement les traits végétaux, mais aussi ce qu'on va appeler des traits microbiens. Donc, par exemple, les chercheurs spécialistes des micro-organismes des sols quantifient les ratios de présence entre les champignons et les bactéries, les activités donc des organismes, donc la nitrification, la dénitrification, mais aussi même quantifient donc tous ces caractères barbares que vous avez là, c'est notamment les gènes en fait qui sont associés aux activités de ces micro-organismes. Donc, pour les traits microbiens, on va aller chercher les gènes qui sont responsables de leurs activités dans les sols et de la vitesse de ces activités, par exemple. Et ça nous permet en fait de quantifier mieux, pas juste en prenant en compte les traits végétaux, mais aussi les traits microbiens, les différentes propriétés de l'écosystème et, in fine, les services écosystémiques. Donc, juste après, un exemple de ça. Donc, dans les écosystèmes prairiaux, c'est ce que nous avons cherché à faire et ce que nous avons montré, c'est que lorsqu'on enrichit un sol donc en fertilité ou qu'un sol est plus ou moins fertile naturellement, les plantes vont avoir différents types de profils. Alors, donc je vais commencer en fait à droite par les sols peu fertiles. En fait, c'est ce qu'on appelle des plantes qui sont conservatrices, c'est-à-dire c'est des plantes qui ont un métabolisme qui est assez lent, qui poussent lentement, qui recyclent les nutriments lentement, donc on dit qu'elles conservent. Et puis, quand on va fertiliser, en fait, on va favoriser des espèces qu'on appelle exploitatrices, c'est des plantes qui tournent plus vite. En fait, elles vont pousser plus vite, recycler les nutriments plus vite, et par la même occasion, d'ailleurs, être plus vulnérables, par exemple, aux maladies et aux herbivores. Donc, ça, c'est quelque chose qui est maintenant acquis en écologie. Et ce qu'on commence à montrer, c'est que, donc, selon les caractéristiques des plantes, en fait, ça va affecter les types de micro-organismes qu'on va trouver dans le sol qui leur sont associés. Donc ici, juste sur l'exemple de la présence de différents groupes de micro-organismes des sols, ce que montrent de plus en plus d'études, c'est que donc les plantes qui fonctionnent lentement, hein, que nous appelons conservatrices, elles sont associées à des sols où il y a une dominance de champignons microscopiques, alors que les plantes qui tournent vite, entre guillemets, hein, exploitatrices, sont associées à des sols où il y a une dominance de bactéries. Donc déjà, on voit que selon la plante qu'il y a, on n'a pas les mêmes micro-organismes des sols. Mais comme nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de savoir qui est là, mais qui fait quoi, on a mesuré les activités. Donc, par exemple, au travers de ces techniques de génétique qui quantifient les gènes d'activité des microbes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, en fait, les processus microbiens, ils sont exactement à l'image des processus des plantes. C'est-à-dire, quand on a des plantes qui vont lentement, on a aussi des micro-organismes des sols qui vont lentement.
et inversement. Donc dans un sol qui est peu fertile, on a des plantes lentes et plutôt des champignons qui vont lentement. Et puis dans un sol plus fertile, on a des plantes qui vont vite, plutôt des bactéries, et ces bactéries, en fait, elles vont plutôt vite dans leur métabolisme. Et tout ça, pourquoi ça nous intéresse au final? C'est parce que tout cet écosystème, il va avoir des fonctions qui nous rendent des services, et donc qui vont être différemment favorisées selon qui est là. Donc par exemple, à gauche, dans les sols les plus fertiles, on a des plantes qui vont vite, des bactéries qui tournent vite, et ça permet d'avoir une forte production de biomasse. Donc en gros, c'est les prairies fertilisées productives. À l'autre extrême, à droite, on a des écosystèmes qui sont dominés par des plantes lentes, associées à des champignons qui tournent lentement eux-mêmes. Et en fait, ça, c'est très favorable à la rétention des nutriments. Et donc, si vous savez que la qualité des eaux dépend du fait que les nutriments ne fuient pas des sols, par exemple les nitrates, quand on a des problèmes de nitrates dans une région, en fait, c'est qu'on a des nutriments qui fuient des sols agricoles, y compris des prairies. En fait, ce que ça nous dit, c'est que il faudrait, dans ces cas-là, favoriser des organismes qui vont aller lentement, qui retiennent les nutriments. Et puis au milieu, donc, ce que nous avons trouvé dans ces études, c'est que la séquestration du carbone, qui est bénéfice pour la régulation du climat, elle est à la fois dominée par des processus microbiens et des processus liés aux plantes, et elle se passe le mieux apparemment à des niveaux un peu intermédiaires pour tout le monde. Donc je vous ai parlé de plantes et d'organismes des sols, en particulier micro-organismes. Bien sûr, un écosystème, ça a plein d'organismes qui interagissent entre eux. J'imagine que vous êtes familier de la notion de réseau trophique, les organismes qui interagissent les uns avec les autres. Et donc au final, le défi, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça marche et donc de généraliser en fait nos approches à ce qu'on appelle des communautés multitrophiques. Et donc, je vais juste vous donner 2 petits exemples pour vous montrer que ce n'est pas juste les relations de la plante avec le sol, c'est la relation de la plante avec plein d'autres organismes qu'on peut aborder avec ces approches basées sur les traits fonctionnels. Donc, j'ai pris comme premier exemple le cas de la pollinisation, où en fait, les recherches sur la pollinisation ont montré qu'on a une relation étroite entre les traits des plantes et les traits des pollinisateurs. Donc ici, j'ai pris un exemple qui est maintenant bien acquis, qui montre une relation entre la profondeur du réceptacle à nectar des plantes et la longueur de la trompe de leur pollinisateur. Alors, c'est dommage, vous ne voyez pas la diapo du haut. En fait, c'est un petit lépidoptère extraordinaire qui a une trompe absolument énorme. Et ça lui permet d'aller au fond de fleurs qui ont en fait des réceptacles à nectar qui sont très, très effilés. Et de fait, d'ailleurs, il y a des spécificités. Souvent, on a des spécificités d'association. Quand on a des fleurs très particulières, il faut un insecte très particulier pour aller mettre sa très longue trompe dans ce réceptacle à nectar. Inversement, des fleurs qui ont des morphologies plus courtes, elles vont être pollinisées par des insectes qui ont des trompes plus courtes, donc même des diptères, des mouches. Il y a plein de mouches. Quand on parle de pollinisateurs, on parle souvent de papillons, d'abeilles, etc. Mais sachez que les mouches, en fait, les différents types de mouches, les diptères, sont des pollinisateurs très importants pour les fleurs qui ont en fait des réceptacles à nectar qui sont courts, où elles peuvent se glisser. Et puis donc non seulement la taille des fleurs, donc, ou la morphologie des fleurs est en relation avec la morphologie des pollinisateurs, mais les pollinisateurs par suite en fait sont plus ou moins efficaces selon la fleur et selon leurs caractéristiques à eux. Donc un exemple ici très simple, où donc pour une espèce de plante avec des fleurs d'une dimension donnée, en fait, donc c'était des fleurs qui sont assez grandes, donc qui ont des réceptacles nectar de 2 à 3 cm. En fait, vous voyez à gauche, avec des petits pollinisateurs, plus petits que 15 mm, ça marche beaucoup moins bien qu'avec des pollinisateurs de plus de 20 mm. Donc on a une relation qui se constitue entre la morphologie des plantes et la morphologie des insectes. Un autre exemple que j'aime bien, c'est un exemple que nous avons travaillé sur les criquets. Parce que le criquet, c'est un animal qui est assez sympathique à travailler, à mesurer. Et puis, il se trouve que nous, dans les Alpes, on a une vingtaine d'espèces qui sont bien connues. Et donc, où nous nous sommes intéressés à savoir qui mange quoi. Pourquoi en fait, bizarrement, les criquets, c'est très commun, mais personne ne sait exactement ce que mangent les criquets. Bon. Donc, on s'est dit qui mange quoi, et surtout, qui mange quoi, pourquoi. Puisque nous sommes écologues fonctionnels, donc nous voulons savoir quelles sont les causes d'une relation entre un insecte et des plantes.
Et donc, ce que nous avons pu mettre en évidence ici, c'est qu'il y avait une très bonne relation entre la résistance des feuilles, la résistance, en fait, on peut mesurer en laboratoire la résistance mécanique d'une feuille, et la force incisive des mandibules qui peut aussi être mesurée et calculée. Donc, autrement dit, seuls les criquets qui ont donc des mandibules bien costauds et acérées peuvent consommer des plantes qui ont des feuilles qui sont dures, en particulier les graminées. Inversement, en fait, donc des criquets qui ont des pièces buccales surtout plus petites et moins costauds ne peuvent consommer que des feuilles qui ont des plantes qui ont des feuilles très tendres. Et donc, donc ça, c'était déjà sympathique comme résultat, mais ce qui était vraiment sympathique, c'est ça, nous avons pu le mettre en association avec ce que mangent réellement les criquets, parce que ça, c'était des conditions contrôlées, et où nous avons pu mettre en relation, en fait, les préférences de ces criquets. Donc, j'aurais dû vous dire que ça, la première chose, on l'avait mesuré en laboratoire, avec ce qu'ils mangeaient effectivement dans des prairies avec tout plein d'espèces. Et donc, ici, pour différents criquets, donc les noms en latin, c'est des espèces de criquets. En fait, on a pu mettre en relation leurs préférences, donc liées à leur force incisive de leur mandibule, avec ce qu'ils consommaient effectivement sur le terrain. Et donc ça nous permet d'essayer de réfléchir à l'écosystème sur lequel on travaille, où en fait, selon la gestion, on va avoir je vous parlais de la fertilité tout à l'heure, de la fertilisation, on va avoir des feuilles qui ont plus ou moins de matière sèche, qui sont plus ou moins conservatrices, dans mon langage de tout à l'heure, plus ou moins costauds, que ça va interagir en fait avec qui peut les consommer du point de vue des criquets. Et tout ça affecte au final la production de biomasse du fait des caractéristiques des plantes, mais aussi du fait des caractéristiques des criquets, puisque les criquets eux-mêmes consomment de la biomasse. Donc vous voyez une relation négative avec la masse corporelle des criquets. Plus on a des gros criquets, plus ils vont manger de la biomasse qui est produite dans une prairie. Donc pour terminer, j'espère vous avoir donné un aperçu très très rapide de choses que nous faisons en écologie fonctionnelle. Donc en essayant d'acquérir des connaissances sur les traits des organismes qui expliquent leur fonction non seulement à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de l'écosystème entier. Ça nous permet d'avoir, en tout cas d'aller vers une compréhension de la dynamique des écosystèmes et de leur biodiversité. Et en étant parti de choses assez simples, les feuilles des plantes, maintenant nous sommes en mesure de complexifier et de regarder les interactions avec les sols, avec les pollinisateurs ou avec les espèces qui consomment les plantes. Donc ça nous permet d'aller, en tout cas, vers une ambition, d'appliquer cette discipline, cette sous-discipline de l'écologie fonctionnelle pour répondre à des questions de société. Et je vais essayer de vous dire par un très rapide exemple comment on peut essayer de faire. Donc ce que je vous ai montré, c'était à l'échelle assez locale. Au mieux, je vous ai montré un exemple dans un paysage. Mais on va avoir par exemple des questions à l'échelle de la France entière, voire même du monde entier. Et donc j'ai ici pris un exemple qui a été réalisé par un travail sur donc, tout un groupe de chercheurs sur l'ensemble des prairies françaises, avec ce qu'on appelle dans notre jargon de la modélisation biogéographique. Biogéographique, ça veut dire la biologie à l'échelle géographique. Donc avec les données de l'ensemble des prairies françaises, avec des données sur les teneurs en matière sèche des feuilles des espèces de ces prairies, avec des données de ce climat, on est déjà capable en fait de modéliser donc sur la carte à droite ce qu'on pensait être la distribution à l'échelle des prairies françaises. Donc tous les points qui ont une couleur, c'est des prairies permanentes de France. La teneur en matière sèche des feuilles. Et ça, connaissant donc le petit panneau, je vous rappelle les relations linéaires qu'on avait entre cette teneur en matière sèche des feuilles et par exemple ici la digestibilité des fourrages, on peut en fait modéliser, donc c'est la carte avec les nuances de vert, en introduisant un facteur climat, parce qu'en fait le décalage des droites sur ce graphique, c'est selon le climat. On peut modéliser à l'échelle de l'ensemble de la France une propriété, ici par exemple, la qualité des prairies. Donc avec nos approches, on peut non seulement prédire des choses à échelle très locale, mais on peut aussi prédire à des échelles géographiques, donc par des approches de modélisation. Donc c'était juste un exemple. Je vais juste terminer ma présentation pour vous dire que... alors ce que je vous ai montré, c'est les relations une fois qu'on les a. Ça semble assez facile, on a une jolie droite. Mais en vérité, derrière ça, je vous l'avais dit quand je vous ai présenté les traits des plantes, il y a énormément de collectes de données, de mesures sur le terrain et au laboratoire.
Et ça, c'est grâce au fait que les chercheurs se sont coordonnés entre eux. Donc, par exemple, pour décider de protocoles communs pour la récolte de ces mesures, puisqu'on dit on veut pouvoir mesurer ça pour le monde entier, mais il faut que tout le monde mesure pareil, sinon on ne pourra jamais combiner les données. Et puis aussi la mise en commun de données, dans ce que nous on appelle des bases de données. Donc, un exemple ici pour les plantes, maintenant, il y a une base de données mondiale qui comporte 750 traits. En fait, ça a même encore augmenté depuis cette diapositive. À l'époque, 70 000 espèces, 3 millions de données, accessibles à tout chercheur qui souhaiterait s'en servir. Et la même chose se passe actuellement donc, pour les poissons, par exemple, les invertébrés des eaux douces, ou encore les vertébrés, donc, et en particulier les mammifères. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un énorme effort collectif et né de la collaboration entre chercheurs, de l'échange des connaissances et des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important en recherche. L'esprit de la recherche, c'est de partager, qui permet en fait de progresser et par exemple d'avoir dressé, comme je vous l'ai montré, une carte à l'échelle de la France entière de quelque chose dont on n'avait pas de mesure autrement. Donc pour terminer, j'espère vous avoir donné quelques petits exemples de comment l'accélération des connaissances sur les traits fonctionnels a permis d'améliorer la compréhension de mécanismes écologiques, donc ça c'est de la science. Le fait qu'il ne suffit pas de s'intéresser au nom des espèces et au nombre des espèces, mais à leur diversité fonctionnelle pour expliquer le fonctionnement des écosystèmes, et que ceci donc, nous permet lentement d'avancer vers des approches qui nous permettront de répondre à des défis importants dans l'Anthropocène. Donc je vous remercie pour votre attention et je serai très très intéressée par vos questions. Merci beaucoup. Alors, nous avons 15 minutes, malheureusement pas plus, pour des questions, parce qu'il faut qu'on rende la salle ensuite. Voilà. Je suis désolée pour ceux à qui j'ai tourné le dos pendant toute la présentation. Alors, qui se lance? Je vais mettre là, si vous voulez bien. Je verrai tout le monde. Vous avez dit que vous travaillez également nationalement avec plusieurs chercheurs. Comment vous faites justement pour rassembler les informations, pour être sûr que chaque information soit valide? Alors la première chose, c'est que je ne vais pas dire que c'est partout en recherche parce que je ne peux pas parler des disciplines que je ne connais pas. En tout cas, dans beaucoup de disciplines et en tout cas dans ma discipline, tout ceci se passe sur base volontaire. Il n'y a personne qui est venu nous dire travailler ensemble et collecter les mêmes données, rassembler-les, etc. Donc en fait, les chercheurs aujourd'hui travaillent beaucoup en réseau, formel ou informel, financé ou non financé. Mais en fait, c'est le fait que tout le monde s'est aperçu qu'on avait besoin de ces connaissances, on avait besoin de partager des données, et que ce que nous faisions n'était intéressant que s'il y avait des données pour un grand nombre d'espèces, qui a fait que nous travaillions de cette façon. Donc je vais donner juste un petit exemple. Initialement, donc cette idée des traits fonctionnels végétaux, sur lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années, c'est un petit nombre de chercheurs qui l'ont eu. Et puis, ils en ont parlé à leurs amis, entre guillemets. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais c'était un peu ça. Et puis en disant, en fait, il y a des choses que vous mesurez déjà qui commencent à se rapprocher de ça. Vous ne voudrez pas mesurer, par exemple, la masse surfaciale des feuilles. C'est quelque chose que les gens sont mis à beaucoup mesurer, parce qu'on s'est aperçu que c'était très bien lié à la photosynthèse. On a donné aux gens des méthodes assez simples pour le faire, les fameux protocoles partagés. Et les gens s'y sont mis un petit peu de même. Il n'y a jamais un financeur qui est venu dire aux gens, bon, maintenant, vous allez mesurer ça. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Et les bases de données, elles sont aussi entièrement sur base volontaire. C'est bénévole ou c'est de manière complètement... Oui, en fait, chacun y contribue par le moyen de ses propres recherches. Mais par exemple, pour la base de données, la TRI sur les traits des plantes, en fait, personne n'est payé 1 centime, ni pour avoir contribué les données initialement, ni pour leur utilisation ultérieure. C'est l'esprit de la recherche. Oui. Excusez-moi, certaines espèces peuvent-elles nuire au développement de certains écosystèmes? Alors, au développement des écosystèmes, je dirais que c'est difficile parce que nuire, ça veut dire qu'on a une notion de ce qui est bon et ce qui est mauvais. À peu près la chose qui est, où tout le monde est d'accord que c'est mauvais, c'est la destruction d'un écosystème.
Après, en fait, c'est une question qui est très contentieuse, notamment par rapport à ce qu'on appelle aussi les espèces nuisibles. Donc, je vais vous donner un exemple où souvent les gens sont d'accord que c'est pas très bon. C'est le cas des espèces invasives. Donc, et puis je vous dirai après pourquoi c'est pas toujours le cas. En fait, donc, au fil des échanges commerciaux entre les pays, souvent on échange des espèces. Donc ça peut être des espèces de plantes qu'on sème volontairement ou qu'on amène involontairement. Ça peut être, il y a beaucoup de problèmes avec l'aquariophilie, on dit pour les aquariums. Donc le transport de poissons pour les aquariums, mais aussi des algues qui sont avec ces aquariums et puis qui se retrouvent relâchées dans le milieu, en fait, sans qu'on l'ait voulu. Et puis, il se peut qu'ils arrivent dans un endroit où finalement ils se trouvent très bien, où ils n'étaient pas après, et donc ils prolifèrent. Donc ça, c'est quand même un problème parce qu'on a une espèce qui n'était pas là, qui prolifèrent, des fois au détriment des autres, soit en prenant leur place, soit carrément en les mangeant. Donc je vais parler de la France pour parler de quelque chose. À La Réunion, par exemple, il y a énormément d'espèces qui ont été introduites. En plus, les îles sont particulièrement sensibles aux introductions et qui ont fait disparaître des espèces locales. C'est assez fréquent dans les îles. Donc ça, souvent, on peut être assez d'accord que c'est un effet négatif, ça nuit au fonctionnement de l'écosystème, en tout cas ça l'a changé. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que parfois ces invasions, elles ont des effets qui sont bénéfiques, qui n'étaient pas attendus. Donc on va, par exemple, si un pollinisateur natif était disparu et puis il y en a un nouveau qui n'était pas dans ce continent avant, mais qui apparaît, et puis finalement remplit la fonction, c'est mieux que rien. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas tout noir et blanc. Les élèves d'abord, mais peut-être poser une question sur l'articulation entre le terrain et le laboratoire. Voir un petit peu. Alors, merci. Oui. Donc, en fait, le propre des recherches que je vous ai montrées, c'est qu'elles utilisent en fait beaucoup de méthodes. Donc, le terrain, le laboratoire et je dirais aussi l'ordinateur. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc, il y a effectivement beaucoup d'activités de collecte sur le terrain. Par des protocoles qui sont déjà standardisés au niveau du terrain. Par exemple, moi, quand je veux mesurer les propriétés d'une feuille, je ne prends pas n'importe quelle feuille sur la plante. Je vais prendre la dernière feuille, la plus mature, etc. Enfin, on a toute une définition pour faire ça. On va prélever des sols, on va prélever des tissus végétaux, on va mesurer des plantes en place. Les gens qui travaillent, par exemple, je pense à mes collègues qui travaillent sur les poissons, ils vont, donc du coup, ils sont obligés de les pêcher, les poissons, et puis ensuite, ils les mesurent, ils les remontent sur le bateau, et puis ils les emmènent au laboratoire. Après, donc, on a toute une série de mesures en laboratoire. Donc, on a une première phase qui est le conditionnement des échantillons. Parce qu'il y a beaucoup de mesures sur lesquelles c'est très important, en fait, de conditionner très rapidement, notamment dès qu'on travaille sur l'ADN. Et puis ensuite, donc, les échantillons vont rentrer dans des chaînes de mesures plus ou moins compliquées, des mesures chimiques, des mesures d'ADN, des mesures physiques, des mesures de morphologie, etc. Et puis, une fois qu'on a tout ça, en fait, tout ça, je disais, on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs. La première chose, c'est de faire, nous, on fait beaucoup de statistiques. En fait, pour nous, la maîtrise des statistiques, la formation en statistique, c'est quelque chose de très, très important, puisqu'on fait, on travaille avec des grandes masses de données. Et puis enfin, donc, certains d'entre nous vont jusqu'à l'étape de modélisation. Alors, ce n'est pas toujours la même personne qui fait tout, ça peut être le cas. Il y a pas mal de gens qui font les différentes étapes, mais on a aussi des spécialistes de différentes méthodes dans cette chaîne. C'est quoi votre parcours étudiant pour arriver là où vous êtes maintenant ? Donc en fait, moi j'ai fait un bac scientifique comme vous, comme certains d'entre vous ici. Ensuite j'ai fait une école d'agronomie, donc prépa et en l'occurrence l'agro de Paris. Et puis après, donc en fait, je me suis rendu compte assez vite ce qui m'intéressait, c'était l'environnement. Enfin, je trouvais ça bien l'agronomie, mais j'avais vraiment envie de travailler sur l'environnement. Et donc, dans les écoles d'agro, on peut se spécialiser un petit peu vers l'environnement. Et j'ai ensuite fait donc l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant un Master 2 en écologie et évolution. Et ensuite une thèse. Et voilà. Et puis, enfin, après, il y a d'autres étapes, mais voilà, c'est ça. Le parcours de formation, c'est ça. Donc, en écologie,
Je préciserai qu'on a aussi des gens qui ont des formations en agronomie. Bien sûr, j'ai beaucoup de collègues qui ont eu des formations en fac de bio, mais on a aussi des gens qui viennent d'autres formations. On travaille aussi sur certains aspects de ce qu'on fait avec des géographes. Il y a même en biologie, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir de la physique, de la chimie. J'ai une très bonne collègue biochimiste, par exemple. Donc, en fait, on est un petit peu une discipline d'interface. Excusez-moi. Non, mais je suis là. Ah, pardon, excusez-moi. Je veux savoir combien de temps ça vous a pris pour avoir toutes ces données, en fait. Alors, je m'en veux parce que j'ai jamais fait le calcul complet. Pour mon petit paysage des Alpes, là, donc vous avez une très jolie photo où j'adore travailler. En fait, le temps des... Alors, j'ai pas calculé, je voulais calculer combien de... Nous, on a une unité qui s'appelle les personnes-mois, en fait. Combien de personnes ont travaillé pendant combien de mois. Et je vais vous le donner en grosso modo. Entre le moment où on a commencé à travailler sur ce terrain-là, où on a pu établir les bonnes méthodes. En fait, comme on avait un grand paysage et qu'on avait besoin d'être vraiment efficace, on a passé beaucoup de temps à chercher les bonnes méthodes, pas juste à faire des mesures, à avoir toutes les données, à les mouliner, etc. En fait, on a mis 5 ans. Alors nous, c'est en montagne, on travaille que l'été sur le terrain, mais au laboratoire, on travaille tout le reste de l'année. Sur les ordinateurs, on travaille tout le reste de l'année. Mais avant ça, en fait, il y a eu presque une décennie de travaux de toutes les personnes. Par exemple, la relation, je vous ai montré sur la relation entre la photosynthèse, la masse surfacique et la teneur en azote des feuilles. Ça, derrière, il y a plusieurs milliers de points. Et en fait, c'est des centaines de jours de chercheurs qui sont derrière ça. Donc c'est ça la puissance de ces approches, de mettre en commun. Chacun a passé quelques mois ou peut-être plus longtemps, mais on peut tout mettre en commun. En fait, maintenant, on va de plus en plus vite parce que justement, on a amélioré les techniques. Et je vous ai mentionné aussi le fait que certaines données sont maintenant accessibles par satellite. Et on essaye d'accélérer certains aspects de la prise de données. Donc, je voulais savoir si, selon vous, l'homme pouvait-il être qualifié d'espèce invasive ? Il a été invasif à une certaine époque, puisqu'il est... Alors, on n'est pas encore tout à fait sûr d'où il est parti, mais il semblerait qu'il soit parti d'un ou plusieurs points et qu'il ait colonisé le reste du monde. Donc, ça serait peut-être la définition d'une espèce invasive. Je n'irai pas a priori jusque-là. Alors, c'est une espèce, par contre, alors c'est ce que j'expliquais, c'est quelque chose qui est quand même inédit dans l'histoire de la Terre, c'est qu'il y a une seule espèce qui a pris la dominance sur l'ensemble de la surface de la Terre. Donc, ça serait peut-être la super invasive, je ne sais pas. Est-ce que toutes vos données, vous les partagez aussi avec les chercheurs des autres pays ? Ah oui, absolument. Tout ce dont j'ai parlé, en fait, ça a même démarré très très vite comme un réseau mondial que j'ai eu la chance de coordonner à ses débuts. Et ce qu'on a vu, c'est que justement, les gens étaient intéressés. Bon, nous au début, moi je travaillais, j'aime bien l'herbe, je travaille beaucoup sur l'herbe, j'ai travaillé sur les arbres, mais j'aime bien l'herbe. Et on a contacté des personnes qui travaillaient un peu dans tous les continents. On leur a dit, écoutez, là on a un truc, on aimerait bien travailler ensemble. On a une réunion, on n'a pas d'argent, mais si vous êtes intéressés, venez. Et en fait, les gens sont venus, et après on leur a dit, ok, c'est très bien, mais là maintenant il va falloir travailler parce qu'il faut que chacun regarde dans les études qui ont eu lieu dans sa région ce qu'on sait déjà, et on va essayer de le synthétiser. Là, on a tous travaillé pendant presque 3 ans, et on a tout mis en commun, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est le monde entier. Selon vous, c'est quoi la plus grosse avancée technologique qui vous a aidé dans vos recherches ? Ah, ça c'est une super question. Il y en a plusieurs. Alors, qui m'ont aidé directement. Alors, nous, on fait souvent des choses assez low-tech, exprès, parce que, en fait, justement, ça rejoint la question précédente d'ailleurs. Une de nos ambitions au départ, c'était de développer des mesures que quelqu'un ou une équipe de recherche qui même n'avait pas beaucoup de moyens pourrait mettre en œuvre. Donc on cherchait à avoir des choses qui étaient pas chères, qui demandaient par exemple une bonne connaissance botanique, mais pas forcément des compétences très spécifiques sur certains aspects. Donc là, c'était low-tech. Cela dit, les choses évoluent aussi rapidement. Le fait que maintenant on puisse faire des analyses d'ADN
à des coûts de moins en moins importants et de plus en plus vite sur des gros volumes, fait que c'est quelque chose qui se répand. Alors c'est loin d'être encore accessible à tout le monde, mais si on veut faire de la biodiversité du sol, en gros, on ne peut pas faire autrement, enfin difficilement autrement. De la même façon, les gens peuvent caractériser la biodiversité maintenant en allant prendre simplement un échantillon d'eau. Ils sont capables de dire quels organismes vivent dans l'eau. J'ai cité aussi la télédétection et aussi en fait tout ce qu'on appelle la spectrométrie plus généralement. En fait, les satellites qui font de la télédétection, ils portent entre autres des appareils qui s'appellent des spectromètres qui mesurent les émissions dans le spectre de la lumière. Et maintenant, en fait, on a de plus en plus des appareils qui peuvent être utilisés sur le terrain, aussi par des drones. Ça, c'est la grosse mode actuellement. Donc ça ne nous a pas encore aidé, mais on voit que ça peut nous aider. Et puis, on s'appuie quand même beaucoup sur la chimie organique. Voilà. Moi, j'avais une question, en fait, c'était en fait, vous avez dit que vous avez des moyens et que des fois, vous en avez beaucoup moins. Et justement, d'où viennent ces moyens? Est-ce que c'est des sociétés qui vous, entre guillemets, vous sponsorisent ou alors c'est l'État qui vous donne de l'argent? Alors, la très grande majorité des travaux que nous faisons sont en effet sur argent public. On va commencer par nos salaires, c'est pas rien. En fait, des fois, c'est ce qui coûte le plus cher pour des approches comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans le financement public, il y a deux choses importantes à savoir. Moi, le CNRS ne m'envoie pas un chèque chaque mois me disant vas-y, allez-y, faites vos recherches. En fait, nous, on doit tous rédiger des propositions de recherche qui sont en compétition entre tous les chercheurs, donc soit en France, soit à l'étranger. Donc, bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des sources multiples. Donc, ça peut être de l'argent à l'échelle nationale. Il y a en France une chose qui s'appelle l'Agence nationale pour la recherche qui finance des projets de recherche. Ça peut être à l'échelle européenne. Rarement à l'échelle mondiale. Il y a des financements pour voyager, justement, pour mettre les choses en commun, mais pas souvent pour travailler tous ensemble sur la collecte de données primaires. Après, il y a certaines régions qui financent, etc. Et puis, donc, plus rarement, on a des financements, en effet, privés sur certains volets du travail. Donc, par exemple, moi, actuellement, j'ai un financement d'un bureau d'études en environnement pour du développement de méthodes. On a peut-être la place encore pour une question, mais malheureusement, il faudrait que ce soit la dernière. Et si on n'en a pas, on ne se sentira pas frustré d'avoir coupé la parole à trop de personnes. Ça a été une très bonne discussion. Et merci encore à Sandra Lavorel qui nous a donné une grande chance d'entendre vraiment parler d'écologie fonctionnelle. Merci à tous.